BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Salut à toutes et à tous, merci d'être là, bon week-end, merci de nous avoir choisis et merci de passer cette petite heure en notre compagnie. Je sais que vous êtes de plus en plus fidèles à écouter, à regarder De quoi je me mêle et évidemment on vous en remercie, toute l'équipe vous en remercie. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver donc le week-end à la radio, à la télé sur BFM Business. Après, évidemment, la chaîne YouTube et en exclusivité dès le vendredi, dès midi, en podcast audio et évidemment en vidéo aussi. Donc vous avez le choix et tous les moyens pour nous retrouver, nous écouter avec au sommaire de ce De quoi je me mêle. Tout à l'heure, on va revenir sur l'histoire de la VR. Quand est-ce qu'est arrivée la VR ? Vous allez voir que les chiffres sont assez étonnants et c'est avec Christophe Joly dans notre rendez-vous nostalgique qu'on plongera dans cette histoire très intéressante. Et puis je vous rappelle aussi le hashtag DQJMM si vous voulez réagir à l'actualité. N'hésitez pas notamment sur X enseignement Twitter. Merci d'être là, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on commence bien sûr par le club de la presse IT. Il était à ma place la semaine dernière. Il est toujours là, quoi qu'il arrive, fidèle au poste, c'est Anthony Morel. Salut Anthony. Salut François, salut à tous. Je rentre dans le rang là quand même cette semaine. Très humblement, je laisse la place au boss. Alors non seulement tu étais excellent la semaine dernière, mais ça on le savait. Est-ce que ça va ? C'est cool de présenter De quoi je me mêle. C'est un vrai plaisir. Ouais, c'est un vrai plaisir. Vraiment, c'est très sympa de voir aussi l'autre côté. Ouais, l'autre côté, c'est clair. Ouais. C'est clair. C'est un exercice différent, on se rend pas trop compte. Différent, ouais. Et donc Anthony qui est là pour commenter l'actu. Et on est ravis de retrouver encore une fois Nicolas Guyot. Salut Nicolas. Salut François, salut Anthony, bonjour tout le monde. Un ex de quoi je me mêle. Un historique. Oui. En fait, j'ai tous mes ex de quoi je me mêle qui reviennent. J'adore. C'est la journée avec que les ex, voilà. J'imagine. J'adore. Et aujourd'hui, rappelons que tu travailles pour Clubic. Voilà, là aussi site historique de l'actualité tech, qui dont c'est la résurrection. Et tu en es un peu aux commandes. Et franchement, la nouvelle ligne éditoriale que tu insuffles à Clubic est très intéressante. Je vous invite à le découvrir. Ouais. Tout comme d'ailleurs, évidemment, le site de la verticale Tech Co. Évidemment. Bien sûr. Alors, au sommaire, évidemment, toute l'actu tech, on va parler de Google qui va concurrencer Apple avec ses AirTags. C'est très intéressant comme sujet. On va l'évoquer dans quelques instants. Mais pour débuter, Anthony et Nicolas, peut-être s'intéresser à un certain Sam Altman, le grand Manitou d'OpenAI. Et tu as fait une chronique très intéressante d'ailleurs, qui est un peu en marge, qui nous a appris qu'il était milliardaire. Et il est milliardaire même pas à cause d'OpenAI, à cause d'autres trucs. C'est incroyable, en fait. Ça. Non mais c'est fou. Moi c'est vraiment, plus je m'intéresse à ce personnage, plus il me fascine. Un peu à la Elon Musk. En fait, j'avais pas vu ça depuis Elon Musk. Tu vois un personnage qui a ce côté à la fois serial entrepreneur, investisseur et visionnaire sur plein de trucs en fait. Et effectivement, on s'est rendu compte, alors avant de parler de ce sur quoi il est en train de travailler en ce moment, mais qu'il était effectivement milliardaire. Il a fait son entrée dans le classement Forbes des gens les plus riches et tout ça. Bon, c'est pas très étonnant, on pourrait se dire, ok, c'est le père de ChatGPT, ça a explosé, c'est normal. Mais non, en fait, il a 0 part dans OpenAI, ça lui rapporte 0 €, 0 centimes, c'est incroyable, tu vois. Ouais. Et en fait, on se rend compte que le gars, il a à la fois créé des entreprises, il a créé sa première boîte, il avait 19 ans, une boîte qui s'appelait Loop, c'était un réseau social de géolocalisation, c'est en 2005, on était vraiment au tout début de Facebook, tu vois, donc déjà assez costaud, le gars. Il a revendu ça, il avait 19 piges, 43 millions de dollars, donc un petit pactole quand même. Et là, il a commencé à investir un peu partout dans des projets un peu dingues. Alors, à l'époque, en tout cas, il a investi dans Reddit très tôt, qui est devenu ce que c'est devenu, le plus grand forum mondial, site extraordinaire qui a fait son entrée à Wall Street. Il a investi dans Stripe, le système de paiement qui vaut aujourd'hui 65 milliards. Donc, t'imagines, tout ça, ça grandit sa fortune. Et puis, il investit sur des trucs aussi complètement dingues, du genre une boîte de biotech qui veut allonger la durée de vie des humains de 10 ans. Donc, en jouant sur la... Il est fasciné par le transhumanisme. Ouais, comme beaucoup de géants, beaucoup de milliardaires de la tech. T'as le fantasme de l'immortalité. Il s'était très intéressé très tôt au 109. Absolument. Ouais, c'est fou ça. Ouais, mais c'est vraiment un point commun, je pense. À partir du moment où tu es ultra riche, le seul truc que tu peux pas acheter, c'est le temps. C'est la longévité. C'est la longévité. En fait. Et donc, du coup, ils sont tous dans cette course à l'immortalité qui est fascinante. Je pense qu'on pourrait faire une émission entière là-dessus. Ouais, incroyable. Mais on va la faire un jour parce que c'est passionnant. C'est absolument passionnant. Et là, on est sur des sujets qui sont vraiment vertigineux. Bien sûr. Donc, il a mis, mais tu vois, quand je te dis qu'il investit, il a mis près de 400 millions de dollars de sa poche dans cette boîte, quoi. Donc, non, j'ai mis 180 millions dans celle-là.
et 380 millions dans une autre entreprise, alors qui est sur un autre pari scientifique, qui est celui de la fusion nucléaire, qui est donc l'idée de reproduire en gros ce qui se passe dans les étoiles pour pouvoir générer une énergie qui serait peu chère, décarbonée, sans déchets. Et pour alimenter justement toute la puissance de calcul dont on a besoin pour l'IA. C'est exactement ça, c'est l'enjeu derrière, mais on est sur des paris scientifiques qui vont prendre des décennies. Et là aussi, des géants de la tech. Bill Gates, pareil, c'est de l'énergie pas chère à profusion et pour justement alimenter tout ça, quoi. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que grâce à ces milliardaires qui ont leur lubie, leur obsession, ça fait avancer l'humanité finalement. Parce que s'ils mettent un jour, je sais pas moi, au point un remède pour qu'on puisse gagner quelques années de longévité, après ils vont pas le garder que pour eux. C'est exactement ça. C'est ça qui est intéressant. Ça risque dans un premier temps, en tout bien cas, sûr, de créer un monde à deux vitesses. Voilà, Faut pas se mentir, on peut le comprendre. Mais après, évidemment, il y aura forcément des débouchés pour l'humanité. Un phénomène de démocratisation. Et pour la fusion nucléaire, pareil. Tout à fait. Mais pour moi, on renoue un peu avec ces mecs-là. Elon Musk, c'est pareil, avec la tradition des grands explorateurs. C'est eux qui donnent une vision. Alors après, on peut être d'accord, pas d'accord sur les questions de transhumanisme notamment. Il y a plein de questions éthiques qui se posent. Mais tu vois, c'est quand même ces mecs-là qui disent on va aller sur Mars, coloniser Mars, on va vaincre la mort. Enfin, tu vois, c'est des trucs qui sont même, pour le commun des mortels. On est dans la science-fiction. Exactement. Mais en fait, les trucs que tu as vus dans les bouquins de science-fiction, ils disent mais non, mais en fait, c'est des problèmes scientifiques et technologiques qu'on peut résoudre à condition d'avoir suffisamment de milliards. En gros, c'est comme ça qu'ils prennent le problème. Alors, c'est aussi parce que eux, ils gèrent ça avec leur vision scientifique. C'est pas une vision financière. En fait, à la base, ils ont une vision et après, ils font tout le nécessaire parce qu'ils sont ingénieurs, parce qu'ils sont docteurs en informatique, en physique, en ce que tu veux. En général, ils arrivent à dérouler leur programme parce qu'ils y croient, en fait. Oui, bien sûr. Mais il faut avoir derrière, si tu n'as pas les dizaines de milliards, tu vas pas avoir les idées. On voit SpaceX, pareil, il y a 15 ans, 10 ans, on se disait, bon, là, où est-ce qu'il va? Et puis, en fait, il est en train de réussir son pari. Il a fait un all-in. Et ça a fonctionné. Non, mais voilà, et pareil pour Tesla, etc. Et c'est le genre de gars, Sam Altman, même profil. D'ailleurs, ils se connaissent très bien. Oui, ils se connaissent très bien. Les frères ennemis maintenant, parce qu'ils s'appréciaient beaucoup à une époque. Et maintenant, ils se détestent. Oui, bien sûr. Elon Musk, en gros, leur reproche à Sam Altman de s'être vendu, quoi, parce que OpenAI, à la base, ça devait être une fondation. D'ailleurs, c'est vrai qu'Elon Musk a attaqué OpenAI justement sur ce sujet. Exactement. Alors, c'est pas ça l'actu qu'on voulait vous évoquer. C'est que Sam Altman s'associe en quelque sorte à un autre géant de la tech dans un autre domaine. C'est un designer mythique d'Apple, c'est Jonathan Ive, qui a été, on va dire, enfin il faisait partie du duo Steve Jobs-Ive à l'époque, à la grande époque d'Apple. C'est lui qui a designé l'iPhone. Enfin, on lui doit évidemment toute la beauté des produits Apple. Et alors, c'est intéressant parce qu'il s'associe. Pourquoi, Anthony ? L'homme qui déjeunait avec Steve Jobs, c'est comme ça qu'on le suit. Parce c'est lui qui déjeunait le plus souvent avec Steve Jobs. C'est vrai. Ils étaient très proches. Respect mutuel. Bien sûr, respect mutuel. Et alors, pourquoi ils s'associent en fait, il est parti d'ailleurs. D'ailleurs, il faut le dire, Jonathan Ive est parti parce que Tim Cook, après, quand il a commencé à remettre un petit peu son équipe, Jonathan Ive a décidé mais il continue à travailler, il a monté une boîte et il continue à travailler avec Apple. Ça fait partie de ses clients, quoi. Oui, voilà, c'est un sous-traitant d'Apple maintenant. Voilà, c'est un sous-traitant. Sous-traitant de luxe. Et donc du coup, ça reste un designer génial, évidemment. Et donc là, ils se sont associés. Alors, on savait déjà qu'ils travaillaient ensemble. On avait parlé de ce qui pourrait être un iPhone de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire concevoir un smartphone qui serait centré autour de l'IA avec le génie visionnaire de Sam Altman sur la partie IA et puis le génie design avec Johnny Ive. Et là, visiblement, ils ont créé leur entreprise, donc qui est assez mystérieuse, et ils veulent concevoir donc ce device qui, finalement, de ce qu'on comprend, ne serait plus un smartphone. Donc ou ne serait pas un smartphone en tout cas. Alors la question c'est à quoi ça va ressembler. Mais oui. C'est ça le truc. Alors je vais être spoiler alert, j'ai pas la réponse. J'en sais rien. J'aimerais le savoir. Eh ben je l'ai dans la poche, les amis. Je vous le montre. Très très fort. C'est pour ça qu'il n'était pas là la semaine dernière, François. Il était avec Johnny Ive. C'est ça. Balèze. Franchement très très costaud. Non, forcément. Mais c'est ça qui est hyper intéressant. C'est en gros qu'est-ce qu'ils vont pouvoir sortir de leur chapeau. C'est-à-dire qu'on voit en ce moment apparaître, tu sais, plusieurs appareils qui sont centrés autour de l'intelligence artificielle sans être des smartphones. On a parlé du PIN. Oui, du PIN, du Rabbit R1. Le Rabbit qu'on a découvert au CES de Las Vegas. Donc, ils sont ces petits objets qui ne sont pas des smartphones. Tu peux leur parler, tu peux interagir avec les gestes, avec la voix et leur faire des prompts en fait, vocaux. Et en fait, ça peut remplacer les applications que tu peux avoir sur un smartphone. Donc, on peut imaginer que ce serait quelque chose
de ce genre-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ils sont allés chercher du côté d'un ancien d'Apple pour le design. Ouais. Et pour le financement, ils se sont alliés avec Lauryn Powell-Jobs, qui est la veuve de Steve Jobs. Donc il est resté dans l'écosystème Apple, si tu veux, dingue, pour quand même. concevoir ce nouvel appareil. Ouais. Donc c'est assez enthousiasmant. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont nous sortir du chapeau. Je pense que ça va être vraiment très, très, très intéressant, quoi. À quoi va servir cet appareil? À quoi va-t-il ressembler? Hier, dans Tech Co, puisqu'on évoquait ce sujet-là, on parlait de peut-être une paire de lunettes de vue, de soleil, qui pourrait intégrer un peu à la manière de Meta, toute une intelligence, etc. OpenAI dans une paire de lunettes, c'est pas... Tu vois, c'est pas délirant Bien finalement, sûr. ça Non, pourrait non. avoir du sens. Absolument. Bon, en tout cas, ça fait travailler notre imaginaire et on va beaucoup fantasmer là-dessus. Ouais, tiens. c'est clair. Et alors, ils lèvent 1 milliard, enfin, ils veulent 1 milliard pour ça. Ils veulent lever, ouais, c'est ça. Enfin, il va falloir de toute façon des fonds, hein. C'est du hardware, hein, donc. Au Mobile World Congress, c'est Deutsche Telekom qui a présenté un smartphone qui fonctionne uniquement à l'IA. Alors, pour l'instant, c'est un proto, mais il n'y a pas d'interface, il n'y a pas d'appli. Et en fait, le concept est pas mal du tout. Sincèrement, je pense que moi, dans 10 ans, 10-15 ans, peut-être qu'on est peut-être en train de vivre, en fait, le une nouvelle ère, changement un d'ergonomie. basculement. Ouais. En fait, ça révolutionne l'ergonomie, c'est-à-dire que... Mais comment ça marche alors? En fait, tu poses tes questions, tu as un petit clavier, etc. Tu as un système de prompt, et puis ça t'envoie la réponse, ça t'envoie l'information. Un peu comme le Rabbit, quoi, Voilà. finalement. Oui, c'est ça, ouais. Mais après, c'est la question qu'on se posait avec le Rabbit, c'est est-ce que vraiment dans toutes les situations, Non. le prompt Non. est plus efficace que le simple fait d'avoir devant toi un mur d'icônes, tu appuies sur l'icône et puis tu as l'application, tu vois. Des fois, c'est pratique aussi, en fait. Ouais. Quoi. Mais c'est là où c'est génial, c'est qu'en fait, on n'a pas la réponse. Non. Et c'est en créant ce type d'objet qui va peut-être partir à la poubelle, ou peut-être pas, ou peut-être après évoluer pour justement essayer de se rapprocher de l'ergonomie qu'on imagine. C'est ça qui est top. Alors moi, je pense qu'on va assister à un alignement des planètes à un moment, en fait. C'est un petit peu comme au lancement de l'iPhone ou de l'iPad. C'est un moment quand toutes les technologies vont s'aligner. Parce que par exemple, tu prends l'IA, aujourd'hui, on sait faire de l'IA générative, ça te complète un texte, etc. Mais l'IA, il y a plein de choses. C'est le contexte, c'est apprendre à écouter, à savoir, etc. Et tout. Et le jour, en fait, où toutes ces petites briques, elles vont être développées simultanément, on y est peut-être, c'est peut-être Sam Altman, justement, il se dit c'est le moment, parce qu'on a, on a tous les éléments tout près dans sa besace. pour avoir soit des lunettes, soit des oreillettes, soit des trucs qui fonctionnent sans interface graphique. Mais moi, ce que je trouve fascinant, on en revient justement à Sam Altman et à son côté génie visionnaire, c'est que justement, il est en train de réfléchir à toutes les facettes, j'allais dire, de la technologie qui entoure l'intelligence artificielle. Donc, il y a OpenAI avec ChatGPT et les modèles d'IA générative, Sora, enfin tous les outils dont on parle tous les jours. Ensuite, tu as l'écrin pour ces technologies. Ça pourrait être effectivement ce nouvel appareil, ce nouveau device sur lequel ils sont en train de travailler. Donc, il part sur la partie hardware. Il est en train d'investir aussi dans les semi-conducteurs. Il veut concurrencer Nvidia. Il veut lever 100 milliards de dollars pour créer ses propres usines, pour créer les composants qui alimenteront l'intelligence artificielle. Et puis, on parlait de ces investissements un peu dingues. Mais là aussi, c'est cohérent. Les investissements dans l'énergie, ce qu'on disait, la fusion, ça pourrait être aussi pour alimenter la révolution énergivore que représente l'intelligence artificielle. Donc, je pense que, tu vois, il est en train d'occuper tout le terrain, en fait. C'est ça qui est hyper impressionnant avec ce mec-là, quoi. Enfin, et encore une fois, il se met aucune limite. Quand il dit « je veux concurrencer Nvidia », ok. Mais tu as raison, on fait l'analogie avec Elon Musk parce que c'est le gars, c'est le rouleau compresseur de la tech, quoi. C'est ça. Le mec, on a l'impression qu'il a aucune limite, aucun tabou. C'est ça. Et il avance. Et voilà. Alors the sky évidemment, is the limit, comme disent les Américains. C'est ça. Alors évidemment, parfois il y a des événements collatéraux, parce qu'il va trop loin, parce que évidemment l'IA générative, ça pose plein de questions, notamment éthiques, sociales, etc., etc. On a l'impression qu'il s'en fout. Voilà, il veut avancer et puis après on verra. Mais c'est passionnant tout ça. Dans l'actu aussi, donc Google qui lance enfin des AirTags. Vous savez que l'AirTag, c'est... Alors, j'allais dire c'est une invention Apple. Ça fait des années qu'il y avait des petites startups qui lançaient des petits AirTags Bluetooth qui marchaient plus ou moins bien d'ailleurs, souvent moins que plus. Et Apple a lancé son AirTag il y a quelques années de cela, avec une vraie rupture technologique, un petit bijou de technologie, parce que je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un AirTag. On a l'impression que c'est une grosse pièce de monnaie en fait. Mais à l'intérieur, vous avez de la tech à ne plus savoir qu'en faire pour
pouvoir repérer les objets. Oui, exactement, c'est ça. Et tu as raison de dire que c'était une petite révolution dans le sens où c'est vrai qu'on dit souvent d'Apple qu'en général, ils copient et ils améliorent. Bon, là, c'était un petit peu le cas parce que, comme tu le disais, il y avait des startups qui proposaient ça. Mais pour le coup, par rapport aux autres grands groupes technologiques, qui sont plutôt en avance de phase, puisqu'il a fallu quand même 3 ans à Google pour réagir et sortir ses propres. Donc, alors, eux, c'est pas des AirTags, donc c'est des petites balises Bluetooth qui sont connectées à un réseau qui s'appelle Find My Device, donc trouve mon appareil, hein, en gros. Mais le principe est exactement le même. Donc, petite balise qui va faire la même taille, hein, ce sera la taille d'une pièce de monnaie que tu peux coller à n'importe quel objet. Ça peut être ta voiture, ton vélo, ta valise, ce que tu veux. Et qui va, en fait, lorsque tu l'as perdu, s'interconnecter avec tout l'écosystème Android, donc tous les appareils Android dans le monde, en fait. C'est ça la force. Milliards de devices. C'est ça. Donc c'est encore plus fort qu'Apple d'une certaine manière, parce qu'il y a plus de devices Android que de devices Apple dans le monde. Donc tu vas avoir un réseau absolument gigantesque pour pouvoir retrouver ton appareil avec un niveau de précision quand même assez intéressant. Et un petit point bonus que je trouve très marrant pour les utilisateurs des derniers Pixel, des Pixel 8 et des Pixel 8 Pro, puisque ils pourront être localisés même s'ils sont éteints, même si la batterie est à 0 et même s'ils sont hors ligne. Waouh! C'est-à-dire que tu as une toute petite réserve d'énergie dans les pixels qui sera dédiée à ça. Et donc, en gros, même s'ils sont complètement morts, eh ben, ils pourront quand même... c'est un peu comme Terminator, il y a une petite batterie de secours. Ouais, tu sais. c'est exactement ça. Non, mais c'est ça, C'est le truc. incroyable. C'est marrant quand même comme concept. C'est fou. J'avais jamais vu ça. Mais en mode avec l'écran rouge, avec les C'est petits ça. messages Ouais. qui apparaissent. C'est ça, ouais. Non, alors, Batterie low. Mais il y en a Voilà. encore un peu. ouais, donc, par contre, il y a un truc, c'est que pour l'instant, c'est pas encore disponible en Europe. Non, c'est pas encore Il y a disponible ça, en C'est Europe. bien de le préciser. Et pour les pixels, voilà, c'est bien, mais il faudra, si tu perds ton téléphone dans la pampa, Oui. ce sera plus compliqué. Oui, parce que rappelons qu'il faut quand même qu'il y ait des passages de produits Android tout autour pour qu'ils puissent capter en fait la C'est balise de cet triangulation, en fait, appareil-là voilà. C'est ça. pour la remonter sur le réseau. C'est exactement ça. Mais alors, est-ce que vous avez vu que Google et Apple s'associent là-dessus? C'est ça qui est intéressant. Vous avez suivi cette Non, j'ai histoire-là ou pas? Vas-y. En fait, ils se sont associés pour que l'AirTag d'Apple Ouais, puisse communiquer avec les appareils Android aussi. génial. Ah, c'est super. En fait, ils ont la même technologie. Ouais. Et ils partagent en fait cette techno. Ça va permettre en fait au parc d'AirTag de se retrouver compatible avec tous les devices Android, ce qui fait qu'on aura beaucoup plus de chances de retrouver un AirTag Android. Et pareil pour de l'autre côté, c'est-à-dire que si on a un AirTag Android qui passe devant un iPhone, et bien là encore, l'information sera répétée. C'est intéressant parce que on sait que c'est la guerre entre Apple et Google sur pas mal de sujets, mais il y a plein de sujets où ils travaillent, où ils collaborent ensemble, et notamment là-dessus. Ouais. Et c'est très intéressant. Et je trouve qu'il y a un standard unique de balises en fait comme ça. C'est plutôt malin. Non, c'est malin. Et puis c'est bien quand c'est justement les fabricants qui imposent un standard plus que quand c'est le régulateur. Souvent, on le voit avec le DMA, souvent ça aboutit à des trucs de temps en temps, on se tape un peu la tête contre les murs. Et il faut préciser que tout ça, c'est chiffré quand même. Qu'on peut pas, voilà, on peut pas récupérer les données. Alors c'est chiffré. Moi, je suis pas hacker. Je pense qu'il y a des gars qui vont trouver des petites failles de temps en temps. Il y aura des mises à jour. Mais c'est bien, s'il y a 2 géants derrière. Et autre chose aussi, on pourra pas stocker. On pourrait même pas mettre comment on appelle ça, de AirTags dans le sac de votre dame ou des personnes qui seraient non consentantes, parce que globalement, voilà. Il y a plein d'affaires comme ça. Faire apparaître les objets comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'Apple et Google se sont associés, parce qu'il y avait un problème. Si on mettait un AirTag dans un sac à main d'une personne qui avait un téléphone Android, eh bien la personne n'était pas au courant en fait de ce petit espion. Absolument. Et bien là maintenant, avec cette association, même la personne qui a un téléphone Android et qui a un AirTag Apple dans le sac, eh bien le saura. C'est intéressant, et je pense qu'ils se sont sentis aussi obligés de collaborer pour pas qu'il y ait des procès qui leur tombent dessus, quoi. Il y a eu quand même un certain nombre d'affaires très problématiques, de violences conjugales, des maris ou des ex-maris jaloux qui d'espionnage, qui espionnent. Exactement. Le vol de voiture aussi, où les mecs, collaient un AirTag sous une voiture pour voir un peu les habitudes de la personne, et puis il y a un moment, ils venaient voler la voiture. Enfin, il y a eu plein de Donc, trucs. si vous roulez et qu'il y a un AirTag qui vous suit, c'est pas bon. C'est pas bon. Il a pas une petite roue. C'est ça. Il est vraiment dans votre voiture. Alors tu peux mettre aussi un AirTag pour retrouver ta voiture si elle se volait, à cause d'un AirTag. Là, t'as le droit. Non, mais là, ce qui va être bien, c'est que t'es sous Android, et là, d'un coup, tu détectes un AirTag dans ta voiture. T'es à 130 sur l'autoroute. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu t'arrêtes et tu fais je vais chercher maintenant. Ouais, voilà. Clair.
Tout ça est hyper Il y a une fonction intéressant. de détection d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont parlé est-ce qu'il y a une Je crois pas qu'ils l'aient précisé pour l'instant, parce que pour l'instant ça reste encore. Ils ont fait un post de blog Google, mais ils n'ont pas donné Ils vont tous donner les plus détails d'infos, je encore. pense, à Ouais, la c'est grande ça. conférence des développeurs, non? Bah, À la normalement, Google I.O., à la Google I.O., on La en Google saura I.O., un on petit devrait peu savoir. plus, Ouais, je pense. clairement. Je sais qu'ils se sont, ils se reposent aussi sur un réseau de partenaires, c'est-à-dire que tu auras leur propre balise, mais tu as aussi des boîtes comme Pebblebee, Chipolo aussi, que je D'accord. connaissais de nom, mais je n'étais pas forcément penché sur le cas, qui fourniront des balises. Et il y a aussi, faut le dire, Samsung qui propose je sais plus comment ils ont appelé ça, les Samsung Smart Tag ou je sais Les plus Smart comment. Tag, ouais. Smart Tag, c'est ça, Ouais. qui fait ça depuis Le quelques Smartphone. années et qui fonctionne Smartphone, aussi. peut-être. C'est ça, Ouais. qui fonctionne dans l'écosystème Android. Smart Tag. c'est ça. Ok. Anthony, tu as testé un produit étonnant. Ouais. Enfin étonnant, ce sont des écouteurs, il n'y a rien d'étonnant, mais c'est la philosophie qui est derrière qui est plutôt étonnante, puisque en fait il s'agit des Fairbuds, et derrière Fairbuds, il y a Fairphone. Vous savez, cette boîte qui a décidé de faire des smartphones qui sont facilement réparables, durables, etc., etc. Eh bien, ils ont lancé un casque audio il y a quelques temps de cela, Ouais. et là, ils lancent leurs Buds. Leurs écouteurs, exactement. Et j'allais dire, je leur prédis plus de succès sur les écouteurs que sur les smartphones, tu vois. Parce que autant le concept du smartphone que tu vas réparer toi-même, qui est durable, on se rend compte qu'en fait, c'est vraiment une niche de consommateurs et que la valeur ajoutée, parce que la qualité du téléphone n'est pas non plus incroyable par rapport au prix que tu payes, si tu veux. Donc, du coup, il n'y avait pas forcément d'intérêt pour le consommateur. Autant là, je trouve que c'est un vrai point positif. C'est-à-dire qu'en gros, les écouteurs, c'est une vraie catastrophe écologique. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, une fois que les batteries sont mortes, bah, en fait, tu jettes tes écouteurs. Clairement, tu peux rien faire d'autre. Et là, ils ont mis au point. Petit, c'est tellement Évidemment. miniaturisé tout ça. Et donc là, ils ont fait un truc qui est hyper malin, c'est qu'en fait, tu peux changer la batterie toi-même. C'est-à-dire que, alors je l'ai fait, et même moi, j'ai vraiment deux mains gauches, et tu vois, alors, réparer mon smartphone, jamais ça va. Mais vraiment, hein, tu vois le truc. Et en 2 minutes, j'ai réussi. Donc en gros, je vous montre rapidement. Donc l'écouteur, c'est un écouteur tout à fait classique, mais tu as une petite bague en silicone que tu vas retirer. Ça se fait vraiment très très facilement. Ouais. Et une fois que tu l'as retiré, tu te retrouves avec une petite trappe apparente. Tu ouvres la trappe, hop, et puis tu as la batterie qui sort tout simplement. Ok. Et tu la remplaces instantanément. Voilà. Donc ça se fait vraiment hyper facilement, très très Et simple. alors cette batterie, tu la trouves facilement Oui, aussi, tu c'est peux ça, la le trouver truc facilement. Bah, en plus, tu sais, Et pas cher en plus, hein. J'ai vu les tarifs, c'est hallucinant quoi. c'est exactement du ça. 12 euros, C'est 8 ça, euros. c'est enfin, quelques euros. Ouais. Il y a la batterie, tu peux changer la batterie des écouteurs et aussi la batterie du boîtier de recharge. boîtier. Absolument, Voilà. c'est ça. Donc c'est vraiment malin. Ça se fait. Encore une fois, pour moi, c'est la simplicité parce que les smartphones, le côté réparabilité que nous ont aussi beaucoup vendu Apple, Samsung, tu sais, maintenant on peut soi-disant les réparer soi-même. J'aimerais bien savoir qui les répare lui-même. Enfin, clairement, tu sais, avec le kit qu'on t'envoie, Oui, bien machin, sûr, faut ouais, regarder la des grosse tutos, valise, la grosse valise, le machin. C'est impossible. Ouais. Mais là, pour le coup, ça a du sens, tu vois. Ouais, Je trouve ça a ça du sens. très très malin. Après, c'est des écouteurs, on va dire en moyenne gamme. Ils coûtent autour de 150 euros. T'as C'est pas. écouté le son un peu? Oui, alors c'est pas, tu vois, c'est pas du Jabra Elite, c'est pas des Bose haut de gamme, c'est pas des AirPods Pro, mais on est sur quelque chose de tout à fait correct. Bon, ça marche pas en fait. Ça se démonte bien, mais par contre, pour le son, c'est pas terrible. Non, mais Même en changeant les batteries, ça marche pas, j'ai pas compris. C'est ça, ouais. Non, c'est pas des écouteurs à 15 balles, quoi, c'est ce que je veux Ouais. dire. Et franchement, non, ça le fait bien. Et je trouve que l'idée est vraiment assez intéressante. Donc, non, Fairphone, je trouve que leur philosophie globalement est intéressante, mais je les trouve un peu utopistes sur le côté smartphone. Je pense que franchement, ils en vendent pas des masses, on le sait bien. De toute façon, ça reste un marché de niche. Mais sur les écouteurs, je pense qu'ils ont probablement un coup à jouer. Ouais. Ouais. Mais comme quoi, quand on veut, on peut. Hein, Mais en fait. bien sûr, Moi, bien sûr, moi, bien ce sûr. je trouve, ce serait très sympa, c'est qu'ils aient des collaborations avec des grandes marques de l'audio pour pouvoir, voilà, le système de batterie, etc. Et après, on prend les briques audio qui sont disponibles sur étagère et on fait un truc. Est-ce que ça serait pas le salut d'ailleurs de Fairphone finalement, c'est de licencier leur technologie de démontage et de remplacement de certaines pièces et de vendre ça à Bose, comme tu le disais, à JBL, etc., etc. Ça pourrait avoir du sens, effectivement. Moi, parce je suis que... un Bose, un JBL, je me pose la question, je me dis, ça suffit quoi, il faut qu'on trouve un système pour faire durer les produits plus longtemps. Alors ça les arrange pas forcément, hein. Alors, c'est toujours la Parce question. que ton Bose que tu payes 300 balles, le jour où il n'y a plus de batterie, qu'est-ce que tu fais? Tu rachètes Attends, 300 attends. balles. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est une réalité aussi. Alors après, il y a quand même de plus en plus une pression du régulateur aussi, c'est-à-dire les États de plus en plus obligent, tu as les indices de Oui, réparabilité. il faut les pousser un peu, tu vois. Ouais, il faut les pousser un petit peu. Les consommateurs aussi, mine de rien, alors ils sont un peu contradictoires de ce point de vue-là, parce qu'à la fois ils disent oui, il faut des produits plus durables, mais en même temps, personne ne va aller acheter le Fairphone, quoi. Tout le monde va aller acheter le dernier iPhone, non, tout le monde ne va pas aller Mais là acheter où le tu dernier as iPhone. totalement Mais raison, il va c'est que changer de c'est pas téléphone assez pareil pour régulièrement. les écouteurs. Non. Autant pour l'iPhone, bon, le Fairphone, tu te dis, ok, bon, voilà, il faut vraiment en vouloir. Mais là, typiquement,
tu as une qualité de son correcte, ça marche bien, Bah, c'est ça. ça vaut le coup. Mais évidemment. Non, c'est très bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens en plus tu vois, qui s'achètent des écouteurs, parce qu'on parle souvent des marques haut de gamme, parce que c'est les produits qui tapent un peu dans l'œil et tout, mais tout le monde n'a pas Non. des Bose Mais ou bien sûr. des AirPods Pro ou des Non, bien sûr. écouteurs à 200, 300, Aujourd'hui, 400 balles. t'as hein. pour 20 balles, Bah, tu c'est ça. as des Airbuds, hein, enfin, Évidemment. des marques. Des marques entrée de gamme, Ouais, voilà. ouais. Mais sauf que le truc, c'est que la batterie, au bout de quelques mois, elle est morte et hop, faut changer quoi. Donc plutôt que d'acheter C'est 3 clair. paires à 40 balles, Ouais, tu bah, mets 150 dans celle-ci. Mais C'est celle-ci, tu 150, peux- ça C'est 150, ouais. Ouais, en plus. Bon, après, il y a les mauvaises langues qui vont dire que globalement, tu les auras paumés d'ici à remplacer la batterie. Hein. Ça, c'est possible. Parce que c'est quand même le business aussi, le cœur de business. Hein, Tu mets des AirTags en dessous, voilà, comme ça tu les perds pas. Ouais. Mais dire En fait, t'as un tout petit truc, t'as un gros AirTag comme ça, tu sais, sur les oreilles. Un de chaque côté, tu mets un Android et un. Ça fait les Google boucles et d'oreille. Apple. Mais sur les AirPods, il y a ça, hein, en fait. Ouais. Il y a un système d'AirTag qui permet de repérer, je crois, les AirPods qui tombent de l'oreille. C'est ça, hein. tu peux Je absolument. crois, hein. Ouais, Je c'est crois vrai. qu'il y a un truc. C'est vrai. Dans l'actualité, puisqu'on reste dans la musique, avant de s'intéresser à Windows 11 et ARM et IA, hein, puisque Nicolas, tu voulais nous parler de ça, un mot sur Spotify qui essaie de se diversifier, apporter des petits plus par rapport à cet océan de services de streaming musicaux qui se ressemblent beaucoup. Spotify essaie toujours d'apporter des petits trucs supplémentaires. Ça a été les premiers à mettre des podcasts. Après, ils ont mis des livres audio, plein de choses comme ça. Et là, ils poussent l'IA. Exactement. Ouais, c'est ça. Ils veulent intégrer, bon, c'est un peu la mode aussi, hein, mais intégrer de l'intelligence artificielle dans leur service avec un outil qui va te permettre en fait de générer des playlists hyper personnalisées en entrant des prompts. Donc, comme quand tu écris un prompt dans ChatGPT, quoi, en gros. Donc, tu vas lui demander plutôt que d'entrer manuellement ou de choisir, comme aujourd'hui, tu peux choisir, je sais pas, par exemple, des musiques pour courir, et donc on te fait une liste de musiques pour courir. Bon, c'est bien, mais ça correspond pas forcément toujours à ce que t'aimes. Là, tu vas pouvoir faire un truc du genre, je sais pas, fais-moi une playlist pour une soirée romantique sur la plage de Lacano un soir d'été, tu vois, voilà. Voilà, tu peux tout décrire. Et tu peux tout décrire, et il va te faire une proposition Ma compagne artistique. adore Marvin Gaye, Voilà. etc. Mais c'est ça. Alors en plus, c'est ça. Tu peux ensuite affiner en disant exactement, ma compagne adore Marvin Gaye. Là, j'ai vu ce que tu m'avais proposé. J'aimerais bien que ce soit un petit peu plus pop et un peu moins R&B. Donc tu peux. En fait, tu vas pouvoir doser simplement avec des mots, ce qui est quand même assez fort. Alors, il faudra voir le résultat. Oui, bien sûr. Pareil, mais bon, en général, les résultats de l'IA ces derniers temps sont plutôt à la hauteur et plutôt bluffants. Donc, j'imagine qu'ils vont nous sortir un truc assez intéressant du chapeau. Pour l'instant, c'est en phase de test au Royaume-Uni et en Australie, donc on va attendre un petit peu avant d'y avoir accès. Je trouve que le concept est très intéressant. Pour le coup, c'est une fonctionnalité qui peut sembler gadget. Je pense que c'est pas si gadget que ça. Moi, j'aime bien me créer des playlists personnalisées, mais souvent, je suis juste les recommandations de Spotify sur une thématique, donc pour se détendre, pour se concentrer au boulot, pour aller courir. Mais en fait, là, je pense qu'on va pouvoir faire un truc vraiment beaucoup plus fin que ça. Ouais, après, l'IA, ça fait un moment qu'elle existe dans ces trucs, hein, parce que franchement, ils arrivent à créer des playlists, les propositions goûts, etc. Voilà, ils scrollent en fait toutes les chansons que tu streams. Bon, après, c'est l'algorithme sophistiqué. Oui, c'est l'algo sophistiqué. Voilà. Ouais. Là, ce qui peut être pas mal, c'est qu'en plus du contexte, tu peux aussi exclure des chanteurs, des groupes, en disant ça, je veux pas ça. Tu mets pas la compagnie tout créole. Sauf Aya Nakamura. Voilà. Tu te débrouilles. Tout sauf la compagnie créole. C'est vrai que pour passer une soirée romantique. Non, c'est très bien la compagnie créole. Oui, c'est vrai, c'est sympa. Mais bon, pour soirée romantique, c'est peut-être pas d'accord. Fin de soirée, après quelques verres. Pas à l'abri d'une hallucination de l'IA qui te balance. Viens boire un petit coup à la maison. Ah mince, non, c'est pas ça. Mais non, c'est pas ça. Je voulais pas ça. C'est pas encore disponible en France. Non, ça va arriver. Ça va arriver. Je pense que c'est aussi un moyen pour Spotify de justifier les hausses de prix, parce que tu sais que là, ils n'arrêtent pas. Hein. Ils ont d'autres hausses de prix, visiblement, qui sont en prévision. Alors, au moins aux États-Unis. Est-ce que ça va arriver en France après ? On n'en sait rien, mais en tout cas, là, ils ont déjà augmenté il n'y a pas très longtemps. Donc, je pense que c'est aussi un moyen de dire, vous voyez, on ajoute des services, donc on explique que alors vous allez payer. Ils sont toujours absents, par exemple, de la musique lossless et du Dolby Atmos. Enfin, de toutes ces technologies qui, aujourd'hui, arrivent en masse sur les services concurrents. C'est d'ailleurs étonnant. Hein. C'est vrai que toi, qui est fan qui est mélomane, effectivement. Ouais, mais c'est un vrai sujet. Je me dis, tiens, c'est étrange. Nico, Windows 11 qui se prépare à l'avenir et surtout à une petite révolution avec les processeurs ARM. Alors, les processeurs ARM, on avait été très déçus en fin d'année dernière d'apprendre que Windows 12 ne sortirait pas cette année.
Moi, je me suis roulé par terre. Ah, mais moi, pareil, je pleurais. J'étais pareil. rage. Une semaine de dépression, Ouais, bien sûr. j'ai pas allumé un PC pendant une semaine. Quoi C'est ça, c'est ça. Uniquement du Mac. J'ai même allumé un Mac. Voilà. Tellement j'étais énervé. J'ai brûlé une photo de Satya Nadella. Quelle horreur. Et donc, c'est pas pour ça en fait que Microsoft va rien faire cette année. Et justement, ce serait même une année très importante pour Windows, puisque gros retour de Windows on ARM, c'est-à-dire les processeurs concurrents des processeurs x86 qui motorisent historiquement la plateforme Windows. En gros, Intel et AMD. Voilà, Intel et AMD. Et ARM, c'est la plateforme Qualcomm, Mediatek et compagnie, etc. Et tout. Donc là, il y avait un accord d'exclusivité jusqu'en fin de 2023, Microsoft, Qualcomm. Cet accord est fini. C'est pas pour ça qu'ils abandonnent la plateforme ARM. On l'a vu Apple qui est passé avec les puces M1, M2, M3 et qui a prouvé que globalement on pouvait faire des très bons ordinateurs avec une superbe autonomie, avec cette architecture. C'est plus compliqué. Enfin, en tout cas, c'est plus compliqué sous Windows parce que c'est pas la première fois que un PC Windows sous ARM est sorti. Moi, je me souviens, il y en avait eu un il y a quelques années. C'est quoi en 2017 C'était pas joli, Nico. 2016, oui, avant il y a eu Windows CE. Oui, non. Mais le problème, c'est qu'en fait, on n'arrivait pas à émuler le code x86 en code ARM. Ce qu'a très bien fait Apple avec Rosetta. Oui. La nouvelle version de Rosetta, mais ils avaient déjà l'expérience PowerPC x86 quand ils ont fait x86 ARM. Donc très récemment, ils ont prouvé que globalement, on pouvait prendre n'importe quelle application qui avait été écrite pour des processeurs Intel, donc x86, et qui tourne parfaitement. C'était bluffant d'ailleurs, on était tous là en disant mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, Microsoft va faire la même chose. Ils sont en train de développer une brique qui va permettre en fait de faire tourner n'importe quel logiciel x86 sur les Windows on ARM. Alors il faut dire aussi que les nouvelles puces ARM n'ont rien à voir avec celles d'il y a 5 ans. Elles sont super puissantes. Et en fait, il y a l'équivalent du M3 qui arrive chez Qualcomm, non ? Chez Qualcomm, voilà. Donc, enfin, le M3 d'Apple. Voilà, et puis ils sont tellement confiants même chez Qualcomm que globalement ils disent que même on pourra jouer sur ces ordinateurs. Alors bon, après jouer. Et c'est pas vous qui avez testé un truc comme ça dans Clubic ? Un Clubic, on a testé C'était pas un PC gamer qui tourne, enfin pas gamer, mais vous avez testé. Alors c'est peut-être sur un autre site, hein, pardon, je suis désolé. On est plusieurs. C'est peut-être 01net alors. Mais j'ai vu un article d'un journaliste qui a testé en fait un jeu sur PC. Alors que le processeur à l'intérieur était un processeur ARM et ça bricolait quoi, ça tournait. Je pense que c'était peut-être sur la fameuse conf Qualcomm où globalement ils ont fait des démonstrations. Donc voilà. Donc il y aura 3 niveaux en fait pour pouvoir faire fonctionner un jeu. C'est soit de l'émulation pure. Donc là globalement vous prenez votre jeu. Vous faites tourner, etc. Et donc là, c'est là où ça peut être le plus compliqué. Le plus lent, on va dire. Après, il y a une semi-émulation. En fait, c'est globalement, vous optimisez, vous réencodez votre logiciel. Si c'est des jeux qui ont des mises à jour fréquentes, etc., il suffit juste de recompiler le code et ça va le faire beaucoup mieux. Et puis après, le mieux, c'est quand c'est carrément optimisé, etc. Et tout. Donc voilà, cette année, il y aura une sortie d'une grosse mise à jour de Windows. Au mois de mai, Microsoft va annoncer donc Windows on ARM, toutes les nouveautés Windows pour ARM avec les fonctionnalités IA avancées, AI Explorer notamment, qui va être on va entendre parler, c'est le successeur de Copilot. Ça va être une IA intégrée directement au système. L'avantage, c'est que globalement, cette IA va pouvoir gérer les NPU, les Neural Processor Units, qui sont intégrés dans tous nos processeurs modernes, que ce soit du Intel, du ARM, etc. On a tous dans une unité de calcul dédiée à l'IA. Et cette unité de calcul, en fait, ça va permettre d'avoir un assistant sur son ordinateur qui c'est pas comme Copilot, souvent on est déçu, on pose des questions, etc. Mais ça va dans le cloud, ça revient, on sait pas trop ce que ça fait. Là, ça serait. Là, le but, c'est que en fait, en local, de gérer l'historique Alors là, pour l'instant, je n'ai pas toutes les informations, mais en fait, ce serait assez prometteur. Donc ça veut dire qu'à la rentrée, on pourrait se retrouver avec peut-être dans les magasins des PC Windows totalement transparents, sous ARM. Voilà, des PC AI, des PC. Alors, à la rentrée, tu auras aussi tous les x86 qui vont basculer avec cette nouvelle mise à jour. Parce que, voilà, mais finalement, il n'y aura plus de distinguo. C'est-à-dire que moi, je pourrais installer n'importe quel logiciel sous un PC sous ARM, finalement, sous ARM, ça marchera. Ça devrait marcher. Je utilise le conditionnel parce que j'ai pas le. Voilà, mais en fait, c'est ce qu'on veut. Mais ça apporte quoi finalement ? Parce que tout ça, pourquoi ? On aura plus d'autonomie, plus de finesse, ça chauffera moins par rapport à de l'Intel. La plateforme ARM a un avantage, effectivement, d'avoir une meilleure consommation énergétique.
et donc offrir une meilleure autonomie et une meilleure intégration, parce que les puces chauffent moins aussi. Chauffent moins parce que souvent elles sont fabriquées avec des technologies comme dans la mobilité. Intel, on est encore à du 10 nanomètres, même s'ils te disent c'est du 7, mais bon, voilà, ça équivaut à du 7. Sur la mobilité, on est à 3, 4. Et donc, en fait, plus la gravure est fine, moins ça chauffe, plus c'est petit. Et meilleure est l'autonomie. Quoi. Et ce qui est un gros enjeu aussi pour l'IA d'ailleurs, parce que c'est en termes de consommation d'énergie, c'est aussi ça tape un peu sur l'autonomie, quoi. Tu vois, c'est aussi l'enjeu. C'est une mauvaise nouvelle pour Intel, tout ça, non ? Ouais, et puis en parallèle, tu as Google qui a annoncé que globalement, ils développaient leurs puces pour leurs serveurs, leur grand centre de données, leur data center, sur base ARM. Ouais. Donc voilà, non. Alors après, Intel, je me fais pas de soucis, sincèrement. Intel, c'est Rocky. Et c'est les gars, même ils reviennent tout le temps. Même si les KO, ils se réveillent. Ils reviennent toujours. 8, 9, hop là. Adrienne, Adrienne, c'est Intel. Voilà. Non, mais ils ont complètement. Non, mais on voit le travail qu'ils font. Très bonne invitation. On voit le travail qu'ils font sur leur puce. Ouais, et leur puce, maintenant, c'est plus une puce monolithique, c'est une puce avec plein d'unités différentes. Et ils ont compris que. Mais ils sont chatouillés par Qualcomm quand même, là. Ça devient costaud. Sévèrement, mais déjà, ils sont chatouillés par AMD. Qualcomm va rentrer dans la danse. Après. Je ne veux pas faire non plus de fausses promesses, on ne va pas se mentir. Je pense que le niveau d'optimisation ne sera pas le même que sur macOS. Parce que macOS, c'est une plateforme qui est plutôt fermée. Bien sûr, qui est bien mieux maîtrisée. Qui est contrôlée, etc. Et les Windows, on verra aussi ce qu'ils vont vraiment annoncer. Mais il y a toujours eu 2 branches séparées, ARM, x86. Et on verra bien. Peut-être que globalement c'est ça. Peut-être que c'était ça. Peut-être que c'est ça Windows 12 en fait. Windows 12 au début on parlait d'un système basé sur l'abonnement, etc. Mais une espèce d'OS universel. Qui unifie tout ce que tu mets dedans, etc. Et tout. Après ça va être plus compliqué. Pour ceux qui aiment bien bricoler les ordinateurs, etc. Vous attendez pas à aller acheter une puce ARM sur internet ou rue Mangalet, si ça existe encore rue Mangalet. Ça existe encore. Et mettre un refroidisseur comme ça, non. Je suis pas sûr que. Mais en tout cas, la concurrence, l'innovation, sincèrement, moi j'adore. Parfait. Et Windows 12, c'est pour quand alors du coup ? Alors Windows 12 annoncé mois de juin pour les PC sous ARM et mois de septembre-octobre à peu près à la rentrée pour la version... Ah non, le Windows 11, là je parle du Windows 11. Le 11 amélioré. Le 11 amélioré et le Windows 12, je ne sais pas. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On se roule par terre parce qu'on n'est pas content ou... Continuer à brûler les portraits de Satya Nadella. Oui, c'est qu'un chiffre, Parce qu'en fait, ce que tu as décrit, c'est quasiment un Windows 12, en fait. Et puis le système de mise à jour ressemble un peu au même système de mise à jour quand ils sont passés de Windows 11 de Windows 10 à Windows 11. Ils ont fait pareil, une RTM là, qui est sortie au mois d'avril, une release to manufacturer. En fait, on envoie la version, l'image au fabricant. On rajoute des options pendant l'été, etc. Et au mois de septembre, on y va, disponible pour tout le monde. Pour le comment on appelle ça, le school truc là. Le back to school. Le back to school, voilà, c'est ça. Eh bien voilà, l'actu, plein de choses à se raconter, c'était cool. Ah ouais. Merci beaucoup Anthony, merci Nicolas. On retrouve nos 2 camarades tout à l'heure pour le petit module bonus. On va passer l'aspirateur ensemble. Je vous en dis pas plus. Je ne vous en dis pas plus. Je laisse planer un suspense qui est irrésistible. Vous l'avez vu. Et on retrouvera le module bonus juste après Christophe Joly, qui lui sera évidemment partout, puisque c'est la deuxième partie de quoi je me mêle. Ce sera notre rendez-vous nostalgique. Et on va revenir sur l'histoire passionnante de la VR. Merci d'être avec nous. De quoi je me mêle, la suite tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.